Le prochain point que nous allons aborder ensemble, ce sont les fameux muscles du plancher pelvien. Raison pour laquelle vous suivez cette formation. Structure sur laquelle, en tant que nous, kinésithérapeutes, on va pouvoir intervenir. Dans l'anatomie fonctionnelle, vous avez déjà bien compris que le fonctionnement de ces muscles vont dépendre du fonctionnement de tous les systèmes abdominaux, lombo-pelviens, et non seulement de ce petit muscle. Mais voyons en détail ce qu'on attend de ce muscle. Première fonction, c'est fermer l'urètre, c'est augmenter cette pression de clôture dont nous avons parlé. Je vous ai donné la formule de Buselin, 90 cm d'eau, moins l'âge. C'est ce qu'on appelle le fameux pression de clôture de l'urètre. Deuxième fonction, c'est la fonction de couder. En anglais, on parle du perineal lock et perineal neck. Le neck, c'est le coudage. Comment ça se fait qu'elle coude? La contraction du muscle puborectal qui s'insère sur la face postérieure de la symphyse pubienne et qui va venir se rejoindre derrière l'angle anorectal et qui, lors de la contraction, va amener toutes les filières vers la symphyse pubienne, elle va couder l'urètre. Ça veut dire que c'est un mécanisme de continence pour l'urine de ne pas passer au niveau de l'urètre. Finalement, le muscle bulbo-caverneux va avoir une action sur l'urètre qui est opposée à celui du puborectal, c'est-à-dire qu'il va tirer l'urètre distal vers le centre tendineux et encore apporter un élément supplémentaire dans le maintien de la continence. Donc, est-ce que les muscles du plancher pelvien ont une fonction dans le maintien de la continence urinaire? Ah ben oui, elles ont une fonction. On ne doit pas non plus les oublier complètement dans cette partie-là et dans cette tâche-là. Deuxième fonction qu'elles vont avoir, beaucoup plus importante au niveau de la vessie, c'est que la contraction des muscles du plancher pelvien va envoyer un signal au niveau de la vessie de s'arrêter de contracter. Pourquoi? Pour la raison toute simple que le rôle de la vessie, c'est de protéger les reins. Si lors de la contraction détrusorienne, vous avez une augmentation de la pression de la vessie et que vous fermez la sortie, la pression dans la vessie va continuer à augmenter et va mettre en danger les reins. Donc, le fameux test pipi-stop, ce n'est pas parce qu'on ferme l'urètre que ça arrête de couler, mais c'est bien parce qu'il y a un réflexe détrusor inhibant à partir du moment que vous contractez vos muscles du plancher pelvien. Le réflexe périnéo-détrusor inhibant va se faire via deux réflexes. Au départ d'une contraction volontaire des muscles du plancher pelvien, il y a un réflexe court qui se fait au niveau S2-S4, qui a été découvert par De Groot en 1969, qui va immédiatement inhiber le détrusor. Je vous ai déjà expliqué que ce réflexe est très important dans le maintien d'une basse pression au niveau de la vessie afin de protéger les reins. Il y a un deuxième réflexe qui est plus long, qui a été décrit par Sato et qui passe via le centre pontin de la miction. Souvenez-vous que le centre pontin de la miction, dans sa région L, a une action inhibitrice au niveau du détrusor. Mais non seulement au niveau du détrusor, mais aussi des projections directes au niveau du nucleus donus, qui se trouve lui aussi au niveau S2, S4, et qui va renforcer la contraction des muscles du plancher pelvien. Vous voyez donc que c'est un système très complet qui permet d'inhiber la contraction du détrusor et arrêter la miction. Est-ce que ça nous donne une information? Oui, ça nous donne une information importante. Si le résultat du test pipi-stop est que la patiente vous dit « non, tout ça va bien, ça sonne, je peux me lever, m'habiller et aller ouvrir la porte »,
Cela veut dire qu'au niveau S2, S4, tout fonctionne parfaitement. Dans le cas où la patiente vous dit « Ah non, j'ai beau essayer de contracter mes muscles du plancher pelvien, ça ne ralentit même pas le jet », beaucoup de possibilités sont ouvertes par rapport à la pathologie. Ça peut être neurologique, ça peut être des muscles qui sont trop faibles, ça peut être des muscles qui sont trop forts, ou ça peut être tout simplement un patient qui ne sait pas comment commander ses muscles et comment s'en servir. Entre l'extrême, il n'y a rien qui se passe et tout va bien. Vous avez évidemment différentes étapes. Ça ralentit, mais je ne peux pas me lever. Ça s'arrête, mais je ne peux pas me lever. Ou au contraire, quand je le fais, le jet s'accélère. Si le jet s'accélère, cela veut dire que la patiente, elle pousse au lieu de se relâcher. Donc, le pipi-stop, est-ce que c'est un bon test? Oui, ça reste un bon test parce que ce réflexe périnéo-détruseur inhibant est important dans la possibilité que nous avons de postposer une miction. Troisième élément important, c'est justement dans le système anorectal. Lors de la contraction des muscles du plancher pelvien, et nous parlons ici surtout du muscle puborectal, vous allez fermer les fameux angles anorectal et rectorectal. Souvenez-vous de l'évagination de la plaque des releveurs au niveau du puborectal. Donc, du moment où vous contractez votre puborectal, ça va horizontaliser la plaque des releveurs et donc empêcher la matière fécale d'avancer. Quatrième fonction des muscles du plancher pelvien, on l'a aussi vu dans l'anatomie fonctionnelle. C'est une fonction importante dans la sexualité. Si vos muscles sont insuffisants, vous allez être dans l'impossibilité d'avoir une érection. Donc beaucoup plus invalidant pour l'homme que pour la femme. Mais les problèmes sexuels ne font pas partie de cette formation-ci, mais feront partie d'une formation prochaine, vraiment basée sur la sexualité. Et puis finalement, les muscles du plancher pelvien ont un rôle important dans la stabilité du bassin. Vous savez que la stabilité du bassin se fait à partir des muscles profonds, des muscles locaux, dont font partie le transverse, les multifides, certaines disent les obliques internes, et les muscles du plancher pelvien. Qu'est-ce que ces muscles locaux vont faire? Qu'est-ce que ces muscles stabilisateurs vont faire? Ils vont s'activer avant même qu'il y ait une perturbation posturale qui va avoir lieu. Des études, depuis assez longtemps maintenant, 2004 de Paul Gottwart, ont démontré que s'il y avait une instabilité au niveau sacro-iliaque, les muscles du plancher pelvien vont essayer de compenser cette manque de stabilité en se contractant. Alors maintenant, si on revient un peu sur les différentes fonctions de ces muscles du plancher pelvien, vous comprenez que si par une instabilité au niveau lombopelvien, j'ai des muscles du plancher pelvien qui sont trop tendus, je vais avoir des problèmes à postposer ma miction. Essayez de tester un réflexe rotulien avec une jambe tendue, ça ne va pas. Déclencher le réflexe détrusor inhibant avec des muscles du plancher pelvien qui sont déjà contractés, ça ne va pas. Je vais avoir une difficulté de déféquer parce que les angles anorectal et rectoractal ne vont plus s'effacer. Et donc, vous voyez qu'un problème postural peut en amener un tas d'autres. Donc, là est notre job en tant que kinésithérapeute, c'est de détecter à quel moment il y a un problème qui se passe dans la pathologie de notre patiente. Ce petit muscle concilie un tas de fonctions. Ce qui veut dire que l'idée primaire qu'on avait, que la seule manière de l'activer était consciente, que c'était notre système somatique
qui allait dire à ce muscle « contracte-toi ». Et que le jour qu'on arrêtait de lui dire de se contracter, il allait disparaître, n'est peut-être pas tout à fait vrai. Je me souviens de la période où, avec mes patientes, elles me demandaient « Et est-ce que je dois continuer à faire mes exercices ?» Ah ben oui, madame, oui, vous devez les faire au moins 3-4 fois par semaine. Et quand est-ce que je peux arrêter? Je leur disais toujours une semaine avant de mourir, mais jusqu'à là, continuer. Mais on s'est rendu compte que finalement, non, c'est pas comme ça. Les muscles du plancher pelvien sont activés de différentes manières. Ils sont activés par le système moteur tout à fait conscient de nous. Mais elles sont activées aussi si je fais une contraction de tous mes muscles abdominaux, de mes fessiers, de mes adducteurs. Elles vont aussi travailler. Ce qui veut dire qu'elles vont réagir en feedback à un changement postural. Feedback, ça veut dire j'ai d'abord le changement postural et puis j'ai une réaction musculaire qui va se faire. Elles vont aussi réagir en avant. Je ne sais pas si vous connaissez l'étude de Hodges qui a voulu étudier le lien ou la raison pourquoi les gens qui avaient mal au dos développaient une douleur chronique par rapport à ceux qui n'avaient pas mal au dos. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a fait l'étude où il a mis les patients sur un plateau qui bouge. Il a mesuré l'activité au niveau du transverse et des multifides, des grands droits obliques externes et internes. Il demandait au sujet de lever le bras quand il y avait une petite lumière qui s'allumait. À quoi on s'attendait? On s'attendait à ce que le sujet allait lever la main, ce qui allait amener une perturbation posturale, ce qui allait amener une réaction en feedback des muscles. À son grand étonnement, il a constaté que chez les sujets qui n'avaient pas mal au dos, même avant qu'il y avait quoi que ce soit comme activité au niveau du bras, il y avait déjà une précontraction au niveau du transverse et des multifides. Des études plus tard de Smith ont su démontrer que cette activation en avant, en feed forward, avait aussi lieu au niveau des muscles du plancher pelvien. Et donc, nous avons une activation des muscles du plancher pelvien via le système somatique émotionnel. En plus qui est, nous avons dans les motoneurones des muscles du plancher pelvien, qui se trouvent au niveau du noyau de Nuff, qui se trouvent au niveau S2, S4, énormément de motoneurones qui sont sensibles comme la sérotonine, la dopaminergine et autres. Et donc, quelqu'un qui va arriver chez vous qui est stressé aura une activation automatique au niveau de ces muscles du plancher pelvien. Ceci explique que quant à notre thérapie, avant, quand on prenait nos patients qui arrivaient avec des planchers pelviens qui étaient trop tendus, on les couchait sur la table, on leur faisait faire du biofeedback négatif, c'est-à-dire on leur apprenait à se relâcher et la fois d'après, le patient revenait dans le même état. Au bout de 3 fois, on lui disait « Écoutez, maintenant, on vous a expliqué, essayez de faire un peu mieux quand même. » Puis maintenant, on a bien compris que cette tension au niveau des muscles du plancher pelvien, ça n'est pas quelque chose de conscient, mais il y a toute une partie automatique. Vous l'auriez compris, pour assurer toutes ces fonctions, l'activation des muscles du plancher pelvien est complexe. Vous savez que les muscles striés, on va les activer via notre système somatique. Pour les muscles du plancher pelvien, cela va se passer via le nucléus d'Onuf. Ce système somatique a 2 parties. Vous avez le système somatique moteur et le système somatique émotionnel, comme pour tous les muscles. Chaque système somatique moteur ou émotionnel est partagé dans une partie latérale et une partie médiale. Les parties médiaux vont être
aller activer les motoneurones dans le nucléus d'Onuf via les interneurones. Alors, d'une part, certes, nous avons la possibilité de contracter volontairement ces muscles du plancher pelvien, vraiment nécessaires pour déclencher le réflexe détrusor inhibant et pour postposer une défécation. Mais dans le système moteur, on a aussi, via les interneurones, l'activation, la coactivation avec les autres muscles, comme tous les muscles abdominaux, les fessiers et les adducteurs. Passons maintenant du côté du système moteur émotionnel. Vous avez d'une part l'activation posturale anticipée, dont on vous a parlé plusieurs fois déjà, et qui sont responsables de la préactivation des muscles du plancher pelvien pour une perturbation qui va venir. Vous pensez un mouvement, eh bien, les muscles sont déjà prêts à réagir. Un tout petit peu comme le tennisman au fond de son terrain qui sautille en attendant que son partenaire serre. S'il était là, les bras ballants en attendant que la balle arrive, peu de chances qu'il attrape. D'autre part, dans le système moteur émotionnel, on a une activation via les neurones prémoteurs grâce à des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs sont dépendants de notre humeur. Il s'agit de la dopaminergine, de la sérotonine et autres. Et donc, là aussi, je vous ai déjà dit tout à l'heure, les Chinois considèrent les muscles du plancher pelvien comme le miroir de notre âme. Elles le sont. Si vous avez quelqu'un de déprimé, peu de chances que vous trouvez des muscles du plancher pelvien hypertoniques. Au contraire, si vous avez quelqu'un hyperactif, peu de chances que vous les retrouvez en étant tout à fait relâché. Et ça ne s'arrête pas là. Souvenez-vous que lors de la neurophysiologie de la vessie, je vous ai parlé du centre pontin de la miction. Le centre pontin de la miction, la région L, donc celui qui est activé lors du remplissage de la vessie, va lui aussi activer les motoneurones d'Onuf et donc les muscles du plancher pelvien. Donc à fur et à mesure que votre vessie se remplit, vous auriez de plus en plus de tension au niveau de vos muscles du plancher pelvien. C'est vachement bien fait quand même. C'est étonnant. Et ça a rendu notre rééducation pelvienne beaucoup plus passionnante.